à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, le programme de cette émission. Il est très simple, on va parler du match OM Lyon de dimanche soir au Stade Vélodrome. C'est l'événement, c'est le choc de cette journée de championnat. Ça sera donc le gros débat et la grosse partie de cette émission. Il y aura également les paris FCM et une partie spéciale sur les 120 ans du club. Et oui, ça sera aussi dimanche. Il y aura des animations spéciales au Stade Vélodrome. On va en parler avec qui? Avec Mario Albano qui est là avec nous. Bonjour, tu m'as réveillé là. Eh ouais, d'un coup, je sais. Moi aussi, je me suis réveillé. Alors, attention, Mario n'a pas été transféré à Football Club de Marseille. Non. Enfin, si, non, tu n'as pas été transféré. Tu bosses encore à la Provence. Ah ouais, oui, depuis 42 heures. Ah, ça va. Et tu vas nous présenter, en fin d'émission, ce hors-série. Exactement, qui sort demain. Je sais bien la pub. Mais voilà. J'en ai eu un tombé du camion. Voilà. On est les premiers, par contre. Exactement. Vous êtes le premier, mais bon, le Football Club de Marseille, toujours numéro 1. Mais c'est normal, le Football Club de Marseille a précédé l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, il est normal que vous soyez à jamais les premiers. Et voilà. Mourad est avec nous également. On peut pas faire mieux comme présentation, je pense que là... On est très flattés d'ailleurs. Voilà, on est très flattés. Alors, pour continuer de flatter, quand tu m'as réveillé au début de cette émission, parce que avant que l'émission ne commence, c'était très calme ici, très tranquille. Puis d'un coup, tu m'as rappelé mon vieil ami Eugène Sacomano. C'est vrai. Nous étions ensemble à la Coupe du Monde 2002 en Corée. Et nous étions dans le même hôtel. Il y avait 3 chambres. Il y avait sa chambre, la chambre d'un technicien et la chambre qui servait de studio. Et il m'avait invité avec Vincent Duluc à son émission. C'était pas encore on refait le match, c'était le match du lundi, je crois. Nous étions tranquillement assis sur le lit à discuter. Puis d'un coup, le technicien, il a fait 3, 2, et il est parti. C'est pareil. Voilà, donc tu m'as rappelé. On est obligé d'essayer de mettre un peu de vie là-dedans. Exactement. Allez, messieurs, on commence tout de suite avec ce match OM Lyon. Non, tu voulais pas rajouter quelque chose à ça? Non, pas du tout. Alors, on se plonge dans cet avant-match OM Lyon, c'est tout de suite. L'Olympique de Marseille qui va recevoir Lyon ce week-end, dimanche pour être très précis, dans une ambiance qui s'annonce assez chaude dans ce stade Vélodrome. Il y aura plus de 60 000 spectateurs très certainement. Alors parlons d'abord de l'enjeu sportif, parce que les choses sont assez claires. Battre Lyon, ça serait les mettre potentiellement à 6 points. Mais par contre, perdre, ce serait voir Lyon nous dépasser, puisque alors il n'y a que 3 points qui séparent les deux équipes, mais le goal average est très... la différence de but... Pas pareil. C'est pas pareil. La différence de but est très largement favorable aux Lyonnais. Plus 6 pour Lyon, moins 2 pour l'Olympique de Marseille. Donc sportivement, c'est assez clair l'enjeu de ce match, Marion. Oui, alors, c'est clair dans la rivalité OM-Lyon, puisque ça pourrait... entre guillemets, un match à 6 points, mais c'est un match en jeu aussi vis-à-vis des autres équipes, puisque la lutte pour on ne sait quelle place, la 2e, la 3e, la 4e, elle ne se résume pas à OM Lyon. Bon. Non. Pour le moment, il y a Angers qui est là, il y a Nantes, mais on sait que potentiellement, c'est une lutte qui concerne Rennes, qui concerne Saint-Etienne, qui peut concerner Bordeaux, Monaco, Lille. Le problème, c'est que ça concerne trop d'équipes. Oui, non, mais aujourd'hui, dans ce que je veux dire, c'est que les 3... Si l'OM perd contre l'OL, bon, bah, c'est pas grave. Lyon revient à égalité. Pas... Mais par rapport à d'autres équipes qui sont à égalité avec l'OM, bah, l'OM aura à ce moment-là 3 points de retard. Donc ce sont 3 points à prendre, quel que soit l'adversaire. Après, se rajoute l'identité de l'adversaire qui est un rival direct. Et ça serait les relancer surtout. Les relancer. Enfin, il reste sur 2 succès, dont voilà, donc 3 succès, dont important quand même contre Benfica. Donc, je ne pense pas qu'ils aient maintenant besoin d'être relancés, plutôt d'être confortés dans ce sentiment qu'ils sont sur une bonne dynamique. C'est plus l'OM qui a vraiment besoin d'être relancé, parce que la victoire sur Lille, elle n'a pas non plus, elle ne nous a pas fait monter au rideau quand même. N'oublions pas que les 2 buts de Lillois ont été des cadeaux lillois plus que de véritables exploits olympiens.
Mourad, sur l'enjeu sportif de ce match. Oui, je ne sais pas trop quoi dire. Après, de quoi rajouter. Après, peut-être dire que Lyon est bien relancé. J'ai regardé le match de Ligue des Champions contre Benfica. Et une équipe qui est relancée aussi, c'est une équipe qui a de la confiance, qui est décisif dans la surface de réparation. J'ai vu sur ce match un Aouar et Depay qui étaient très bons tous les deux. Donc, c'est un peu embêtant, Dembélé un peu moins bon, mais Depay aussi qui offre la victoire. Le match précédent à Toulouse dans les dernières minutes en partant tout seul. D'ailleurs, William Vainqueur sur cette action, il est un petit peu... Bon, je pense qu'il était un peu blessé, mais il était complètement cuit, il défend très mal. Mais voilà, c'est une équipe qui reste sur donc 3 victoires consécutives, qui semble avoir un peu retrouvé de la confiance et on sait que leur coach actuel, il peut créer ça sur une période peut-être un peu limitée, mais il peut créer en tout cas un espèce d'état d'esprit et il ne faut pas que l'OM participe à créer, à fonder, à cimenter cet état d'esprit. Il faudrait un peu casser ça, un peu mettre une petite faille là-dedans. En fait, ça créerait un élan positif, très certainement pour la suite, pour le vainqueur de ce choc-là. Pour la suite, Mario, non? Plus que faire un trou au classement, parce qu'il n'y a pas trop à faire en fait sur ce match. Et même si tu le perds, finalement, on est loin de l'arrivée. Voilà. Mais psychologiquement, on a vu quand même la défaite à Paris, qui était une défaite annoncée. On a l'habitude, ça n'est pas un adversaire direct, donc c'est pas un match à 6 points. Mais psychologiquement, ça a quand même donné un gros coup sur la tête. Et là, s'il y a un vainqueur, le vaincu aura un coup sur la tête. Bon, sauf s'il y a un sentiment d'injustice, si c'est un bon match. Mais quand même, celui qui perdra devra s'en remettre. Après, il y a des matchs qui arrivent après. Il y a possibilité de se refaire, mais il y aura aussi, pour le match retour, un avantage psychologique à prendre. Donc, médiatiquement aussi, on sait que c'est un match qui est très suivi, on en parle avant, on en parle après, donc ça peut aussi créer une pression. Oui, mais ça peut, après, s'il y a défaite, ça peut créer une pression aussi médiatique autour du club. Prenons l'exemple d'André Villas-Boas, il a dit lui-même, quand on l'a interrogé sur Rudy Garcia, il a dit le nouveau, quand il arrive, il y a de la fraîcheur. En gros, c'est tout beau, tout nouveau. Et puis, l'ancien, on lui met toujours tous les défauts sur la tête. Et Villas-Boas, moi, parfois, je rencontre des confrères d'autres régions. On me dit « j'aime bien ton entraîneur, c'est bien. » Il a reçu l'adhésion de tout le monde, du public, on aime son discours. Il a perdu à Paris, tout le monde lui est tombé dessus. Pour sa communication, pour les choix de jeu. Bon, après, on a vu à Monaco qu'il a attaqué à 5. C'est une catastrophe. Donc, il aurait fait pareil à Paris, ça aurait été aussi une catastrophe. Donc, c'est vrai que une victoire ou une défaite dans un tel match, ça peut aussi rajouter de la pression à l'entraîneur. Et alors, puis, sur la symbolique aussi, je te coupe, tu voulais... Vas-y. Parce que surtout, par rapport au match de Paris, donc Villas-Boas a dit on joue plus dans la même ligue, etc. Exact. Ce sur quoi je suis personnellement d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord, et des supporters, ça fait débat, mais on peut comprendre qu'ils perdent contre Paris. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de lui passer une défaite contre Lyon. Parce que là, Lyon, c'est l'équipe de ton même championnat. Si on continue sur son analogie un petit peu, c'est vraiment l'équipe qui est censée être dans ton même mini-championnat, logiquement. Entre la 2 et la 8e place, on va dire, Lyon, ils sont là-dedans. C'est un peu ton rival principal, etc. Là, par rapport aussi à son discours contre Paris, on ne peut pas lui passer grand-chose contre Lyon. Il n'aura sûrement pas le même discours. Ouais. Alors, si on reste sur la symbolique et sur Villas-Boas, l'OM n'a plus gagné un gros depuis très longtemps. Donc là aussi, c'est important. Les supporters attendent ça aussi. Et pour Villas-Boas, ça peut être très très bon. Tu parlais de sa cote de popularité aussi pour ça, quoi. Battre un gros. Oui, la dernière victoire sur Lyon. C'était en Coupe de France avec Rudy Garcia en janvier 2017. Ce n'était qu'en Coupe de France avec Doria. Mais ce n'était qu'en Coupe de France. Ils seraient allés au bout. On n'aurait pas craché dessus. Ils ont perdu contre Monaco. Mais en championnat, ça remonte à 2014 avec José Anigo. Exact. Donc c'est sûr que battre Lyon, c'est même pas battre un gros, parce qu'après, le problème,
c'est que ce n'est qu'en fin de championnat qu'on sait qui est gros ou pas. Lille, je suis désolé, mais c'est quand même une équipe qui est vice-championne sortante, qui joue à Ligue des Champions. Bon, alors là, évidemment, ils n'ont pas donné l'impression d'avoir un gros volume, mais peut-être c'est un premier gros. Et puis Lyon, quand l'OM les bat en 2014, il faut se souvenir qu'ils finissent juste devant nous au classement. Je crois que l'OM termine 6e et Lyon 5e, un truc comme ça. Donc c'est un gros aussi relatif, quoi, parce que des 4e et des 5e, l'OM en a battu beaucoup ces dernières années. Ouais, la saison dernière, quand l'OM avait gagné à Monaco, on s'était dit enfin une victoire. Bon, et on a encore gagné à Monaco en plus. Voilà. Peut-être qu'en fin de saison, cette fois, on se dira la victoire à Monaco, c'était quand même pas mal. Alors que l'an dernier, on s'est dit, en fin de saison, que c'était un gros qui avait bien maigri, quoi. Mais déjà, c'est vrai que c'est pas mal pour Villas-Boas. Tu as Monaco, tu as Lille, tu as même Nice. Bon, Nice, c'est pas un gros. Oui, mais enfin, Nice, l'OM les a battus régulièrement ces dernières années aussi. D'accord. Ils ont gagné à Nice et à Marseille. Alors pour lui, Mourad, ça serait quand même... Pour sa cote de popularité, pour donner aussi plus de crédit à son discours, etc. Voilà, ça serait, il y a symboliquement une aura de loser un peu autour de l'OM sur ces gros matchs, sur ces matchs à gros enjeux médiatiques même, sportifs et médiatiques. Parce que souvent, ces dernières années, quand même, Lyon, Monaco, etc. étaient en haut. Bon, Monaco un peu moins. Mais sur ces matchs-là, l'OM s'est souvent raté ces dernières années. Et donc, c'est vrai que peu importe finalement le classement, peu importe, parce qu'on fera quand même le bilan en fin de saison, mais j'ai envie de dire presque peu importe le classement final de Lyon en fin de saison. Là, les supporters marseillais, le peuple olympien attend une victoire contre Lyon, contre ce symbole, en fait, contre le symbole du club de Jean-Michel Aulas et de Rudy Garcia. On va tout casser chez toi. Voilà. Avec cerise sur le gâteau, le retour de Rudy Garcia au Vélodrome. Et ça aussi, ça rajoute un peu de... Le dernier entraîneur de l'OM à avoir battu Lyon. En Coupe de France. En Coupe de France. En Coupe de France. Alors, ça crée quand même une certaine aussi électricité supplémentaire, un peu de piment, un peu de sel supplémentaire. Rudy Garcia, qui a laissé des souvenirs... On m'a noté contrasté. C'est pour être poli, ça, Mourad, des souvenirs contrastés. Ils sont quand même très contrastés, les souvenirs. Alors, il est quand même allé en finale à la Ligue Europa. C'est le dernier à avoir battu Lyon. Donc c'est ce qu'on appelle contrasté. Il y a eu des hauts, des bas, des ombres, de la lumière. Alors, il n'y a pas eu que de l'ombre. Je te propose, Mario, d'écouter... Vous savez que moi, j'ai gardé d'excellents rapports avec Rudy. Oui. Il m'a appelé lundi, je voulais faire son interview. Il m'a dit non, écoute, quoi que je dise, de toute façon, ça se retournera contre moi. Si je dis du bien de l'OM à Lyon, on va me pourrir. Donc, je préfère être le plus neutre possible. Et puis après, voilà, il se passera ce qui se passera. Et d'ailleurs, moi, je pense que avant le match, on en parle. Quand il va arriver, il va se faire pourrir par le public. Dès que le coup d'envoi va être donné, on va se focaliser sur la vérité, c'est-à-dire ce qui se passe sur la récolte. Alors moi, juste, tu poursuivras, garde ta petite question. On écoute d'abord les supporters de l'Olympique de Marseille sur l'accueil qui va logiquement lui être réservé. C'était un extrait de notre dernière fancam après la victoire contre Lille. On en parlait déjà. La semaine prochaine, il y a un match quand même. Ouais. Celui qui traite Rudy Garcia, celui qui lui eh ben la vie de ma mère, le voilà celui qui dit Rudy Garcia là. Voilà. Mais de toute façon on va gagner. Je sens, tu vois. Ils savent que les supporters, on les attend là au tournant. Là. C'est vraiment le match qu'il ne faut pas rater. J'espère qu'ils ne vont pas le rater. Voilà, c'était un extrait de notre dernière fancam, Mourad. Aussi appelée la bipcam maintenant. Parce que là, c'était la bipcam parce qu'il y avait beaucoup de bip, bip, bip. Par rapport aux insultes, on ne pouvait pas tout mettre. On ne pouvait pas tout mettre, on ne pouvait pas les mettre. D'ailleurs, on n'a rien mis. Si on a mis que des bips. Mourad, ça te fait réagir cette fancam? T'es pas surpris, je pense? Non, moi, je voulais réagir sur ce que disait Mario, parce que moi, je suis pas sûr que si pendant le match, on sait que Rudy Garcia, il est très expressif, s'il se roule sur la pelouse, etc., s'il crie après l'arbitre pour une décision arbitrale, je suis pas sûr que le public ne réagisse pas en conséquence. Oui, bien sûr. Non, mais après, l'essentiel, c'est quand même. Oui, voilà, l'essentiel. Sur le terrain. S'il n'est pas content, ça voudra peut-être dire que l'OM aura marqué un but. Enfin, bon, mais après.
Mais en tout cas, ce qui compte, c'est ça quand même. Hein. Et le retour de Garcia, il est aussi très symbolique par rapport à ça, par rapport à Villas-Boas, par rapport à tourner la page, par rapport à arrêter de penser aux choses négatives qu'on a pu avoir dans ces premières années du Champions Project. Il ne faut plus l'appeler comme ça, maintenant, on ne l'appelait plus Champions Project. Mais en fait, de réussir à battre... C'est le Néant Project. C'est le Nothing Project, de réussir à battre Rudy Garcia, de réussir à battre Lyon et Rudy Garcia, ce serait vraiment symboliquement tourner une grosse page et ce serait recevoir beaucoup de crédit pour Villas-Boas de la part des supporters. Rudy Garcia qui a justement été beaucoup critiqué sur les non-victoires contre les gros. Jouer Camara, milieu défensif par exemple, Sakai arrière à gauche. Il a été beaucoup critiqué pour avoir fait des recrues un peu sur les gros matchs, ça sera un symbole que Villas-Boas gagne ce fameux gros match que Rudy Garcia n'a jamais gagné, par exemple en Ligue 1. Tu trouves que c'est sévère, toi, toutes ces critiques à l'encontre de Rudy Garcia? Moi, j'en ai tellement... L'accueil qu'il va recevoir, tu penses que c'est... Enfin, on présume de rien, mais c'est trop, tu penses, cette animosité? J'en ai tellement vu, je trouve tout ça tellement ridicule que... Ouais. C'est trop. Alors Rudy Garcia, c'est fait. On va passer du coup aux compositions d'équipes probables. Concernant l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu tôt pour en savoir plus sur le groupe. A priori, il ne devrait pas y avoir de il y en a un majeur, c'est qu'il n'y aura pas Sakai. Oui. Donc bon, Sarr va reculer. Après, reste à savoir qui jouera d'entrée côté droit. Si c'est Germain ou Radonjic. Ce qui change beaucoup de choses. C'est vrai que Sakai, son absence, ça change beaucoup de choses parce que je pense que Sakai, c'est le genre de latéral droit qui rend meilleur ses ailiers en face parce qu'il les sécurise et c'est pas la même chose avec Bouna Sarr qui a d'autres qualités et notamment Radonjic. Alors je sais que c'est difficile de le défendre ces temps-ci, mais Radonjic, les fois où il a été bon, c'est souvent quand il y avait Sakai derrière et je pense que Sakai, ça l'arrange d'avoir un vrai ailier et que le vrai ailier, ça l'arrange d'avoir un vrai latéral. Mais là, il n'y a pas de Sakai. Donc, dans tous les cas, il va falloir faire différemment. Et à l'inverse, avec Bouna Sarr arrière droit, Germain peut être d'autant plus utile qu'il défend beaucoup. Donc, il ne va pas le laisser tomber et qu'il a tendance à revenir vers l'intérieur puisque ça n'est pas un ailier mais un avant-centre de soutien. Et donc, laisser le couloir à Sarr. Donc... j'imagine que André Villas-Boas doit peser le pour et le contre. Par rapport à la victoire contre Lille, c'est les seuls changements que vous voyez. On n'imagine pas du coup sortir Boubacar Kamara au poste de numéro 6. Non, voilà, il y a celle... Kevin Strootman, il n'a quand même pas montré suffisamment de choses pour justifier un retour aux dépens de celui qui a été considéré comme le meilleur joueur d'OM Lille. Donc, et après, les deux autres au milieu, Sanson a marqué, Rongier a été bon aussi, donc je pense que Strootman et Lopez s'assieront sur le banc. Et puis ça changera la semaine suivante, puisque à Toulouse, Thierry Tatsar sera suspendu, Camara reviendra derrière, et puis il y aura après d'autres suspendus. Donc, voilà, ça bougera. Mourad. En fait, il y a un truc qui me fait rire parce que je me dis, si Camara fait un grand match contre Lyon, je suis sûr que Rudy Garcia en conférence de presse va dire j'avais dit que Camara il était bon en poste de 6 et qu'il va pouvoir s'attirer les lauriers là-dessus. Alors que ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est un mercato qui a été désastreux et qu'à ce niveau-là, au poste de 6, justement, il y a deux des recrues les plus honteuses de l'OM ces 3 dernières années qui s'appellent Kevin Strootman et Grégory Sertic pour 2 cas différents qui sont complètement aux fraises. Mais donc en fait, ce match, c'est vrai qu'il est très symbolique par rapport à tout ça, par rapport cet OM qui s'est construit ces 3 dernières années, les boulets qui traînent et les qualités qu'il peut avoir aussi, et puis l'état dans lequel on est. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment un fort potentiel symbolique sur ce match, pour l'histoire à très court terme, pour la toute petite histoire de ces 4 dernières années. Ce match, il est quand même fort symboliquement. Mais c'était le même cas aussi contre Lille, parce que contre Lille, il y avait d'un côté Osimhen, de l'autre Benedetto,
Et puis, je me disais qu'il y avait toujours Zubizarreta et que Mitroglou appartenait toujours à l'OM. Et puis, tu avais Gérard Lopez aussi qui avait ce projet de trading, et McCourt qui avait ce projet le directeur sportif. Et McCourt qui avait ce projet très clair immobilièrement parlant. Qui devait être le directeur sportif de l'Olympique de Marseille initialement. Hein. Voilà, donc il y a toujours... Puis, à Toulouse, on aura une pensée pour Abdenour. Mais Rudy Garcia a vraiment symbolisé aussi. Peut-être que maintenant on se rend compte aussi qu'il avait qu'à sa décharge, il y avait le fait que Andoni Zubizarreta est pas très réactif et que donc il a décidé de prendre les choses en main à un moment. Garcia sur le mercato, mais Garcia a vraiment symbolisé le sportif à l'OM ces 3 dernières années et le bilan global est clairement un échec et aussi par rapport à la construction de l'effectif. C'est vrai que ça lui change à Lyon. Là, il y a des problèmes avec le public lyonnais, a des problèmes. Enfin, c'est Marcelo qui a des problèmes avec le public. Bon, ce sont Jean-Michel Aulas et Juninho qui sont allés rencontrer les supporters. Quoi. Là, l'entraîneur, il n'est pas en première ligne. Il y a un président et un directeur sportif qui travaillent. Si on reste et si on termine sur la compo de l'Olympique de Marseille, il faut aussi espérer que Villas-Boas puisse aligner de nouveau Álvaro González. Alors, bon, à ce jour, on n'a pas d'infos plus que ça, de savoir si... Une info plus alarmante que... Mais voilà, il revient de blessure. Avant le match, il avait un petit peu mal. Après, il a quand même cette faculté à... Bon. Après, il y a 2 choses. Quand un joueur a une blessure musculaire, on craint toujours qu'en jouant, il l'aggrave, que la déchirure se rouvre, etc. Lui, si l'os est consolidé, ce n'est qu'une question de douleur. Alors, et normalement, il est consolidé. Voilà, c'est facile pour nous. Hein, c'est lui qui souffre, nous, on ne sait rien. Donc, tu n'as qu'à serrer les dents. Mais c'est vrai que s'il sait que ce n'est qu'une question de douleur à surmonter, bon, avec des anti-inflammatoires, ça peut calmer la douleur, et il n'y a pas de risque d'aggravation. Donc déjà, c'est quand même mieux qu'une blessure qui peut, comme ça avait été le cas par exemple pour Payet en finale de la Ligue Europa, qui peut s'aggraver et puis priver le joueur de terrain pendant plusieurs semaines. Villas-Boas avait dit qu'ils allaient passer un examen complémentaire en début de semaine pour rassurer Alvaro. Après, Villas-Boas, dans son discours, semblait être plutôt positif. Il a quand même encore des douleurs, tout ça, mais ils vont passer un dernier examen. Il a vraiment dit pour le rassurer un peu, pour... qu'il soit un peu plus tranquille dans sa tête, Alvaro. Donc on peut être confiant là-dessus. Et après, l'Olympique de Marseille, je pense qu'on va avoir surtout les latéraux qui vont être en question. Bon, enfin, non, ils ne sont pas en question, c'est Amavi et Sarr parce que Sakai n'est pas là. Et ensuite, tu as aussi les ailiers, c'est quand même tout un truc dont Payet devrait être à gauche. Mais qui tu mets à droite? Parce qu'à droite, personne n'a été satisfaisant, quoi. Il y a eu Valère Germain sur quelques matchs, mais on est vraiment arrivé au bout. Moi, je pense qu'on était vraiment arrivé au bout de la Russie. Cette question-là, je pense qu'on va se la poser jusqu'au retour de Thauvin. A priori, on a déjà tout testé et il n'y a rien qui a vraiment sauf si un jour Radonjic a un déclic. L'autre jour, j'ai trouvé qu'il avait fait une entrée correcte à Monaco. Il avait fait une bonne entrée, donc... il faut qu'un jour, il se décide à, au lieu, une fois qu'il a dribblé 2 joueurs, éviter d'aller s'emplafonner dans le 3e. Quoi. Alors on passe à la compo de Lyon. Enfin, la compo de Lyon, c'est surtout l'information. Ça tend vers un forfait de Depay. Et ça, c'est pas rien. C'est l'équipe qui a annoncé ça. Donc. C'est pas rien, ça, Mario. C'est plus une poutre qu'une paille. Non, mais c'est l'homme décisif. Mourad le rappelait à Toulouse. C'est lui qui marque, c'est quand même... Puis, Rudy Garcia lui a quand même confié des responsabilités de leader dans cette équipe, donc c'est quand même très important. Et l'autre attaquant, gros attaquant de Lyon qui s'appelle Moussa Dembélé. Qui a finalement du mal. En fait, il a très bien débuté la saison, mais lui, il semble être sur une courbe inverse à celle de ses partenaires, c'est-à-dire que les autres semblent sur la pente ascendante au niveau moral. Lui, il est sur la pente descendante, il rate des trucs un peu évidents, il n'est pas très en confiance. Contre Benfica, il ne faisait pas toujours les bons appels. Tu sentais que dans ses courses, il est un peu hésitant. Bon, après, il avait marqué l'année dernière au Vélodrome, et puis on sait aussi que c'est un joueur que Zubizarreta voulait, tout ça. Je ne sais pas si peut-être quand il vient au Stade V. Enfin, c'est aussi c'est quand même un très bon joueur. Il n'est pas en confiance, donc on va prier pour qu'il ne reste pas en confiance. Méfions-nous de Bertrand Traoré aussi. Hein. Ces dernières saisons, il a quand même souvent marqué contre l'OM.
Ouais, alors que c'est un joueur tellement frustrant. Enfin, si j'étais lyonnais, je pense que je détesterais ce joueur parce c'est le Radonjic du riche, quoi. C'est le mec il fait toujours le dribble de trop, il réfléchit pas beaucoup sur un terrain. Il marque contre l'OM, il marque le but de trop. Voilà. Et contre l'OM, il marque le but de trop. Donc il faut aligner Radonjic pour qu'il marque le but de trop. Sur le papier, cette équipe de Lyon, elle est supérieure à celle de l'Olympique de Marseille quand on regarde à peu près les deux 11 qui débutent certainement. Sans Depay, j'en suis pas certain. Elle est plus référencée quand même. Il y a plus de joueurs qui ont des acquis au niveau, quoi. Il y a Anthony Lopez qui est détestable. Bon, Steve Mandanda est revenu à un niveau acceptable, on va dire, mais il suffit de regarder les latéraux. Dubois, il est en équipe de France. Nous, on est là avec Bounassar qui devait aller un jour en équipe de France. Et Sakai, qui quand même, lui, est à l'équipe du Japon. Oui, mais là, il n'est pas là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Enfin, il n'y a pas... Andersen, il est quand même pas terrible. Marcelo a des problèmes. Andersen, il est très tchaletatsarien dans son jeu. Oui, il est jeune. Donc, non, il n'y a pas... C'est le club lyonnais qui est supérieur à l'OM. C'est un vrai club, avec un président qui est là depuis 35 ans, avec un directeur sportif qui a la culture du club, qui va en première ligne, et c'est quand même un club qui est européen tous les ans. Donc, pour moi, l'Olympique Lyonnais, c'est le meilleur club français. Le PSG, ils sont ailleurs, c'est un club qatari. Voilà, donc, oui, c'est plus le club que individuellement les joueurs. Aouar, pour moi, c'est un grand joueur de demain, mais demain sera un autre jour. Demain, c'est loin. Ce bon vieux James Bond. mais justement, Payet a quand même plus de références. Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, parce que sur les joueurs, je trouve que malheureusement, à Lyon, il y a plus de talent un peu partout, parce que comme tu dis, Aouar, il est plus jeune que... Enfin, je sais pas s'il est plus jeune que Maxime Lopez, il est en tout cas plus jeune que Morgan Sanson, il a déjà prouvé plus de choses à très haut niveau. Thiago Mendes, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé beaucoup de choses. Jeffrey Adélaïde, alors c'est vrai que c'est souvent des jeunes, mais ces jeunes, ils finissent devant l'OM. Ah oui, non, mais c'est ça, pour moi, ça tient au club plus qu'aux individualités, parce que l'OL a été capable d'aller chercher Terrier, Dubois, Ndombele, Reine Adélaïde, c'est-à-dire des jeunes Français. Fernand Mendy aussi. Fernand Mendy, l'OM, bon, à part Sanson, puis Rongier, ils sont incapables de recruter dans le championnat des joueurs émergents, comme jadis l'été Bonnard, Chérou et Valbuena, Mandanda. Là, dans le club, cellule de recrutement, directeur sportif, on a l'impression que la L1, la L2, ils ne savent pas trop ce que c'est, quoi. Alors messieurs, on va s'arrêter là pour l'avant-match OM Lyon. On va aussi s'arrêter là sur Provence Azur et VAR Azur TV. Le débat va se poursuivre sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur footballclubdemarseille.fr. Restez avec nous, c'est tout de suite. Comme chaque semaine, les paris FCM avec notre partenaire Unibet. On commence tout de suite avec le pari Sécure, mon cher. Paris. C'est pas mal ça. Passe nous voir à la fancam. C'est un peu le ton de la fancam. Voilà, tu as le ton. Là, tu es sur le ton de la fancam. Que je serai à la retraite. Alors, il faudrait une fancam dans la résidence. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On peut faire ça. Voilà. De temps en temps, on va au centre commercial qui est juste à côté. Ouais. Voilà. Bon, c'est pour les petites anecdotes de voisinage. Hein. À la poste. Alors, le pari Sécure, on a décidé d'insister parce qu'il passe chaque semaine quasiment. On gagne de l'argent avec ça. Enfin, on gagne de l'argent. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, d'ailleurs. C'est les deux équipes marquent. La cote c'est 1,55, mais c'est vraiment un pari Sécure, Mourad. Voilà, c'est un pari Sécure, t'as tout dit, ça passe pratiquement toujours. Et là, on peut en plus se dire que Lyon a quand même une grosse attaque et que l'OM a besoin de marquer à domicile. Donc on peut quand même imaginer des buts des deux côtés. Les deux équipes marquent, t'en penses quoi toi Oui, j'y crois volontiers. Oui. Voilà. En plus, on a aussi... pendant très longtemps, les Lyon OM à Gerland sont restés en permanence avec des buts. Je crois qu'il y a eu un premier 0-0, il y a 7-8 ans, ça. Bernard Lacombe avouait être parti à la mi-temps tellement il s'ennuyait.
Enfin bon, ça c'est, je crois qu'il n'aimait pas Claude Puel, donc c'est une manière. Mais auparavant, il y avait toujours des buts. On se souvient du 5-5, oui. Mais il y a eu aussi, du temps de Scoblar, des 4-4, des 3-3, et à Marseille aussi, il y a eu des buts. Donc, on parie sur des buts. Ça, c'est de très bons arguments pour le pari fou. Paris. Pour le pari fou, 3-2, Mourad. Le score exact. Le score victoire exact. de l'OM, 3-2. Et la cote, elle est à 20. Et on partait justement des arguments que tu viens de donner, Mourad. C'est vrai qu'on peut s'imaginer que Lyon va marquer des buts. Donc voilà, ceux qui gagnent en ayant parié 3-2, je prends 10%. Et on passe du coup au combiné qui concerne, comme chaque semaine, les concurrents de l'Olympique de Marseille pour les places européennes. Donc toute la Ligue 1. Toute la Ligue 1. Et c'est pour ça qu'on tombe sur du Nice-Bordeaux cette semaine. Et donc, tiens, fais-nous ton combiné. Donc en fait, c'est un peu moi qui ai choisi. Je me suis fait plaisir parce que la semaine dernière, j'ai joué les codes que m'a dit Ben. Il m'a dit oui, c'était contre qui? Bordeaux-Nantes, il y a eu match nul. Et franchement, je sentais Bordeaux gagner. Et donc Bordeaux a gagné. Et donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais avec ce que je pense vraiment. Donc Nice-Bordeaux, je pense que Bordeaux va aller gagner à Nice parce que Nice a beaucoup de mal, même s'ils ont gagné leur dernier match là à domicile, c'était pas flamboyant, ils ont eu la chance d'avoir un carton rouge rapidement de l'autre côté rémois, parce qu'ils ont gagné contre Reims. Là, je vois bien Bordeaux aller s'imposer à Nice qui a un peu du mal offensivement, et Bordeaux qui s'est relancé en gagnant 2-0 contre Nantes. Voilà, puis si Bordeaux gagne à Nice avec des buts de joueurs qui revendront ultérieurement, ça fera gagner sous l'entraîneur, puisque l'entraîneur de Bordeaux est intéressé à la revente de certains joueurs. Ah ouais. Voilà, c'est quand même. Ouais, mais c'est légal ça? Je sais pas, mais j'ai appris ça hier. Dans le projet de Bordeaux, de toute manière, il y a beaucoup de choses qui prêtent à confusion. Lille-Metz, Mourad. Lille-Metz, alors là, c'est un peu la grosse cote parce que je parie sur le match nul, parce que Lille a perdu au Vélodrome. Voilà, a perdu au Vélodrome, a perdu en Ligue des Champions de manière un peu injuste, après, si j'ai bien compris, parce que je regardais le match de Lyon, j'ai pas trop vu le match de Valence-Lille, mais c'était 4-1, donc ça fait un peu mal. Et la Ligue des Champions, des fois, ça fait un peu mal aux équipes qui sont pas forcément prêtes à la jouer de manière très régulière. Et je pense que Lille n'est pas à l'abri d'une contre-performance à domicile. Et Metz peut toujours compter sur Diallo, leur buteur surprise. Pour faire 0-0 ? Ouais, moi je vois bien un truc genre 2-2. Comme contre Nîmes. Montpellier-Toulouse pour terminer ce combiné, tu as choisi? Alors j'ai choisi la victoire de Montpellier juste parce que je veux voir Antoine Camboire perdre. 1,77. Voilà. Ça fait le taf. Vous n'aimez pas les entraîneurs ici. Hein. Moi j'aime bien Antoine Camboire. Hein. Moi j'aime beaucoup, tu vois, Olivier Dalloglio par exemple, j'aime bien, il a un discours positif. Camboire, il a toujours un discours négatif dans le combat, les coucougnettes, tout après, ça. C'est pas mal le combat. Moi, j'aime bien le combat aussi. La cote totale du combiné de Mourad, elle est à 20 pour terminer ces paris FCM. On va terminer forcément, et on espère que ça va pas arriver. Chaque week-end, le pari sécure, c'est penalty pour lui. Allez, le gros débat cette semaine, c'est le hors-série de la Provence sur les 120 ans du club qui sortira demain. On est très content de t'avoir parmi nous. C'est moi qui suis très content, qui vous remercie. Parler, de l'avoir en exclusivité un petit peu. C'est moi qui suis très content d'être ici, qui vous remercie sur l'histoire de l'OM. D'être invité, de promouvoir ainsi ce produit de mon journal. L'Olympique de Marseille qui va célébrer ses 120 ans dimanche, donc pour la réception. Il est célèbre tout le temps, hein, les 120 ans. Bah ouais. Officiellement, c'est janvier 1900. Hein, ah oui, voilà. Justement, on se demandait pourquoi ça tombait par hasard sur un match au OM Lyon. Mais oui, non. C'est... Vous l'avez, c'est le tout début, là, je crois que c'est le jour où ils se sont réunis au 7 de la rue Saint-Suffren et où René Dufort de Montmirail a fait voter. C'est le 7, je sais plus. Le 8 janvier 1900. Non, alors le 8 janvier, c'est la date où ça a été officialisé. Voilà. Jusque-là, ils ne pouvaient pas se prévaloir de ce nom, puisqu'il n'était pas officiel. Mais ils avaient décidé, donc, au cours d'une réunion fin décembre, de changer de nom. Il y a eu un vote, je crois que c'est 7 voix contre 1. Donc, ils ont décidé de s'appeler Olympique de Marseille. Et puis de jouer en blanc. Au départ, le short devait être noir d'ailleurs, puis ils ont bien fait, blanc c'est quand même mieux. Et à l'époque, les chaussettes étaient bleues. Maintenant, bon, l'OM s'est voulu ressembler au Real Madrid.
Et ils ont des chaussettes blanches. Bon, après, que voulez-vous? Bon, je me souviens que Coluche disait, Daniel Gérard a voulu, avait le choix entre le chapeau de Bob Dylan, le talent de Bob Dylan, il a choisi le chapeau. Bon, ben, l'OM avait le choix entre les chaussettes du Real et puis l'aura du Real. Ils ont choisi les chaussettes. Très belle référence. Voilà, donc... mais officiellement, voilà, c'est janvier, mais bon, le club le fête toute l'année, c'est sympa. Ça a été signé, tu disais, rue Saint-Suffren, au numéro 7. Voilà. Une rue où j'ai habité pendant à peu Il près n'y 5-6 a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Habiter Saint-Suffren, je dirais pas le numéro. Je crois que notre collègue et ami Tony Cellier de France Bleu Provence... Sache qu'il habite dans l'appartement dans lequel j'habitais. C'est pas fou quand même. Qu'il habitait. Ah oui, il n'a pas encore déménagé. Il habite. Bon, enfin, on donne beaucoup. Voilà, c'est des petites anecdotes sur Tony Cellier, tout ça. Et René Dufort de Montmirail, donc, son nom a été donné au parvis du stade Vélodrome. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le concept de ce hors-série? En gros, c'est un événement par an, une page par an, une page par événement. Bon, après, évidemment, vu que les premières années, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai choisi pour les 2 premières décennies de découper en 5 ans, en 1900, 1905, 6, 10, 11, 15, 16, 20, avec chaque fois un personnage, un événement, parce que d'abord, les photos d'époque, elles sont quand même très très rares, et puis, je dis, il y a la guerre au milieu, la Première Guerre mondiale, il ne se passe pas énormément de choses. Après, à partir des années 20, la Coupe de France a commencé en 17, l'OM l'a gagné en 1924. Là, ça mérite chaque année une page, et puis après, il y a des pages, il y a des années où on a choisi de faire une double page pour utiliser parfois de très belles photos, comme la photo de l'équipe de 1948, ou plus récemment, le but de Rolando à Salzbourg, le but de Drogba contre Newcastle, et puis les années 91, 90, la main de Vata, 92, Furiani, 93, là on a fait des doubles pages. Voilà. Donc en gros, c'est un événement par an, ce qui parfois masque d'autres choses, parce que dans une année civile, vous savez par exemple en 93, la victoire à Munich, quelques jours après, il y a le fameux match contre Paris qui est aussi formidable. Il y a une chose moins formidable, que c'est ce qui est l'affaire VAOM, mais bon, voilà, on a choisi le but de Boly à Munich, c'est quand même plus symbolique. Alors Mourad, qui va nous sélectionner des... Enfin, un peu au hasard, mais parce que tu sais que j'aime beaucoup. Enfin, moi, je suis très honoré que tu sois là à chaque fois pour nous présenter ton travail, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que tu connais beaucoup plus de choses que moi, et des choses qui m'intéressent. Et donc, un peu par hasard, donc sélectionner trois moments. L'année 1909, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, 1929, oui. Donc, on a parlé de la naissance du club en 1899, 1900. Donc là, on est en 1929. Et donc, tu es à 1929, je l'ai bien dit, j'ai l'impression de le dire. Ça. Donc, tu as décidé de... Le jeudi noir... Et champion de France amateur, donc l'OM, explique-nous un petit peu. Souvent l'OM se prévaut de ce titre de champion de France comme s'il avait la même valeur qu'en 71 ou en 92, mais champion de France amateur, à l'époque, la grande compétition, c'était la Coupe de France. Il y avait ce titre de champion de France, il y avait un championnat de division d'honneur. Il n'y avait pas de professionnalisme. Le professionnalisme est arrivé qu'en 1932, donc longtemps après l'Angleterre. Il y avait à l'époque des championnats régionaux de division d'honneur, et les champions régionaux, après, se retrouvaient dans une poule finale. Il y a 4 ou 5 clubs, et disputaient une poule finale, et puis le vainqueur était champion de France. Donc l'OM, le plus difficile pour l'OM à cette époque-là, c'était de devancer 7, qui était quand même l'autre grand club de la première moitié du siècle dans le Sud. Bon, l'OM jouait contre Cannes, Sète, Montpellier, Nice. Et puis, cette année-là, ils ont été champions régional. Et puis, ils ont eu à rencontrer, je ne sais plus s'il y a Bordeaux, Rouen. Une fois, ils avaient perdu contre Amiens. Une année, ils ont perdu contre Amiens. Et donc, cette année-là, après, ils se retrouvent en finale contre le club français, et ils ont gagné. Ça reste un titre de champion au palmarès. Oui, mais amateur. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le champion de France professionnel tel qu'il est né en 1932 et tel qu'il est aujourd'hui. Une compétition de longue haleine. Il n'était même pas considéré non plus comme
comme un titre de champion aujourd'hui. C'était secondaire par rapport à la Coupe de France. La vraie épreuve nationale, c'était la Coupe de France. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait moi ce qui m'intéresse beaucoup aussi, et je pense qu'il différencie l'Olympique de Marseille de tous les autres clubs français, c'est que à travers toute l'histoire du football français, il y a l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui n'a pas changé de nom. L'Olympique de Marseille qui gagne les premières coupes, enfin qui gagne certaines premières coupes parce que c'est le Racing, je crois, qui gagne les premières. Non, c'est à Paris, le Red Star. Ouais, la coupe reste à Paris les 5 premières, voilà. Et l'OM est la première équipe qui la gagne hors de province. Donc à jamais les premiers, voilà, encore une fois. Et l'OM est vraiment présent à travers toute l'histoire du football français, alors que le PSG est né en 1970. L'Olympique Lyonnais, même s'il y avait un football club de Lyon, il me semble, avant, mais donc l'Olympique Lyonnais, c'est quoi là ils ont vraiment émergé après la guerre. Voilà, bon, donc l'Olympique de Marseille est à travers toute l'histoire du football français. Alors même Lille, hein, parce que le premier adversaire de l'OM en championnat professionnel, c'est Lille en 1932, qui a été le premier club champion de France. Mais ça n'était pas le LOSC d'aujourd'hui. Oui, c'était l'Olympique lillois, il y a eu une fusion. Bon, en revanche, il y a des clubs qui faisaient partie des pionniers du premier championnat de France, Metz, Rennes. Voilà, mais qui ont peut-être moins marqué aussi l'histoire du foot français, parce que moins de titres et moins de... Enfin, l'OM semble toujours être en première ligne, à part dans les années 60. Alors, est-ce que tu as sélectionné un deuxième moment. Alors, j'aurais pu, parce que ça m'a un peu surpris, c'est cette photo. Voilà, la première séance de tir au but où l'OM a perdu, mais... C'est la première séance de tir au but tout court de l'histoire du football. Que l'OM a perdu. Et l'OM a été la première victime de cette nouvelle règle. En 1970, l'OM qui... De toute l'histoire du football. De toute l'histoire du football. Ah ouais. Les tirs au but n'existaient pas. Avant, il y avait le finish, puis il y avait le... Jusqu'à ce qu'un jour, c'était le but à or, mais sans la limite de la 120e minute, le finish. Donc une fois, il y a un match qui a duré jusqu'à la 160e minute. Bon, là, ils ont dit, il faut peut-être... Alors, ils ont eu le recours au pile ou face. Pile ou face, puis bon, c'était tellement injuste qu'on a inventé, on disait les pénaltys, puis c'est devenu la série de tirs au but. Et cette année-là, donc, en coupe... elle ne s'appelait pas encore la Coupe de l'UEFA, c'est la Coupe d'Europe, c'était plus la Coupe des villes de foire, c'était une année de transition. Enfin, c'était la Coupe de l'UEFA dans l'esprit. L'OM a perdu 2-0 en Tchécoslovaquie, c'était encore la Tchécoslovaquie, un match minable, télévisé l'après-midi, Skoblar, Manusson avaient été mauvais, ils avaient perdu 2-0, et au retour à Marseille, ambiance de folie, l'OM gagne 2-0, il y a des bagarres, Kouékou est expulsé avec un Tchécoslovaque, et on en arrive donc à cette séance de tir au but, où Jean-Paul Escal arrête un tir au but, mais malheureusement, Josip Skoblar, trahi par ses nerfs, tire au-dessus, et je crois que c'est Jackie Novi qui tire trop mollement. L'OM est éliminé. C'est la première victime de ce genre de choses. Et le public du Vélodrome était tellement enthousiaste qu'il a détruit les barrières. Il y avait des grillages. Il y avait un an auparavant, il n'y avait pas de grillage. Et un jour de défaite contre Saint-Etienne, le public qui était assis le long des lignes de touche avait envahi le terrain, frappé l'arbitre. Donc, à partir de là, on a mis des grilles autour du terrain. Ce jour-là, ils ont fait tomber toutes les grilles. Donc, il y a la photo du lendemain où on voit les grilles pliées. Voilà. Et la page d'en face... Voilà, parce qu'en fait, c'était surtout de ça dont je voulais te faire parler, parce que si on t'a sur le plateau, il faut que tu nous parles de Josip Skoblar, buteur des buteurs dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. On a récemment enfin rendu hommage publiquement à Gunnar Andersson. Donc Jean-Pierre Papin, tout le monde le connaît. Et Josip Skoblar, rajoute-nous une louche de Josip Skoblar, donc soulier d'or en 71. Cette année-là, donc, oui, voilà, la page de gauche, c'est 1970. La page de droite, c'est 1971. On a la photo de l'équipe de l'OM lors du dernier match contre Strasbourg. Ça n'était pas joué, Saint-Etienne jouait en même temps, il y avait 2 points d'écart, la victoire était à 2 points à l'époque, donc il fallait absolument gagner. Et ce jour-là, c'est Joseph Bonnel qui a commencé à marquer les buts, 2 buts, au bout d'un moment. Skoblar était à la lutte avec Salif Keïta, l'attaquant de Saint-Etienne. Qui rejoindra l'OM. Qui 2 ans plus tard est arrivé à l'OM. Non seulement pour être le meilleur buteur du championnat de France, mais aussi le meilleur buteur européen. Ce qui n'était jamais arrivé, n'est jamais plus arrivé d'ailleurs à un buteur du championnat de France. Et donc, les uns et les autres, ils se tiraient la bourre à distance. Et au bout d'un moment, Skoblar a dit à Bonnel, il dit « Bon, maintenant, tu m'as fait marquer, hein ?» Et Skoblar a mis 3 buts.
Et l'OM a battu Strasbourg 6-3. Strasbourg qui est descendu en deuxième division. Et l'OM qui a été ce jour-là sacré champion de France pour la première fois depuis 1948. Moi, j'avais 13 ans. Et je fais partie d'une génération qui est née avec un OM en deuxième division et qui a grandi avec des tribunes du Vélodrome vides. Il y avait d'un côté les Saint-Étienne, les Bordeaux, les Nantes, les Monaco, Reims, qui se disputaient le titre en France. Je ne vous parle même pas du Real, de Benfica, de l'Inter, de Milan AC, qu'on voyait de temps en temps en finale de la Coupe d'Europe. C'était un truc, c'était un autre monde. C'était la Lune, c'était aussi loin que la Lune. Voilà. Et puis, là, d'un coup, l'OM champion de France. Et pour moi, c'est un événement extraordinaire. Pour les Marseillais, des gens comme mon père qui avaient connu la victoire de l'OM en Coupe de France, en 43, le titre en 48, c'était un renouveau. Mais pour ma génération, c'est une naissance. Et ce jour-là, Skoblar a quitté le stade Vélodrome dans un camion de pizza. Parce que les supporters l'attendaient, et puis bon, il savait qu'il ne pourrait pas sortir, et il allait être déshabillé, quoi. Donc ils ont fait reculer un camion de pizza jusqu'à devant la porte des vestiaires, il s'est glissé dessous, et le type a fendu la foule comme ça, en disant ça y est, aujourd'hui j'ai tout vendu. Il avait envie de dire, vous savez ce qui est dans mon camion là? Mais bon, il ne l'a pas dit, et il a laissé Skoblar de l'autre côté du boulevard Michelet. Et donc, Skoblar, quand il est sorti du camion, il y avait tous les gens de dos qui l'attendaient. Lui, il était champion. On en profite pour saluer Thierry Audibert qui était avec nous lundi et qui m'a raconté ça aussi, que lui, enfant, il avait été très marqué par l'OM champion, par Skoblar soulier d'or, et que c'était très important, très important dans son OM. Oui, et donc, du coup, il est devenu soulier d'or, meilleur buteur européen, avec 44 buts. Keïta en marquant 42. Vous vous rendez compte? Dans le championnat de France, on a un buteur à 44 et un autre à 42. Puisqu'on est sur les attaquants emblématiques, il y a un sujet qui refait surface régulièrement et puis qui parlera un petit peu plus aux dernières générations. C'est le cas Didier Drogba. Récemment encore, notre cher président a expliqué que c'était le dernier grand attaquant de l'Olympique de Marseille. C'était Didier Drogba. Pourtant, lui, il n'est resté qu'un an à l'OM. C'est pour ça que ça crée un petit peu Niang, c'est quoi, un ramasseur de balles alors? Il a mis 100 buts, hein, bon. Il a été champion avec l'OM. Et au fait, André Pierre Gignac, ils étaient juste là pour manger des Big Mac? En plus, il n'en a plus trop mangé à la fin. Après, voilà, moi, je ne veux pas prendre la défense de Jacques-Henri Hérault. Il est indéfendable là-dessus. Il est indéfendable, je suis d'accord avec toi. Mais Drogba a quand même marqué les esprits sur une seule saison, comme peu d'attaquants ont pu le faire dans un club. Mais c'est un cas unique Non, il y a eu aussi Larbi Ben Barek, qui lui était parti parce qu'il y avait la guerre, mais il y a eu... il n'y avait pas le même, à l'époque, la même ferveur. Enfin, il y avait la ferveur à Marseille, mais il y avait moins de monde au stade. Didier Drogba, c'est quand même un coup de foudre extraordinaire, quoi. Un coup de foudre extraordinaire. Surtout sur la deuxième partie de saison. La première partie, il marque des buts, il est très bien. Il fait un triplé contre le Partizan de Belgrade, où il rend d'ailleurs hommage à Josip Skoblar ce jour-là. Mais c'est la deuxième partie de saison, quoi. C'était un dieu à Marseille. Josip Skoblar qui était justement à l'origine. Oui, il faisait partie de la cellule de recrutement, et c'est lui qui avait. Il n'était pas le seul à l'avoir vu, mais il m'avait dit, moi j'ai dit, il faut Drogba, c'est lui qu'il faut prendre. Absolument. Et à l'époque, il suggérait aussi, comme José Anigo, de prendre Drogba et Malouda. Eh oui. Parce que c'était son pourvoyeur. Et Alain Perrin, Christophe Boucher ont préféré prendre Varousek, qui était un bon joueur en devenir. Bon, à l'OM, il a échoué, mais c'est quand même pas une mauvaise idée non plus. Mais c'est vrai que Malouda, il avait l'avantage de parler français, d'être français, et puis d'avoir l'habitude de jouer avec Drogba. Ça aurait été formidable. Mais enfin bon, Drogba tout seul, et d'ailleurs, c'est surtout tout seul qu'il a brillé quand il était seul en pointe. C'est extraordinaire. Là, nous avons la photo de ce fameux but contre Newcastle, où il a réussi ce qu'on a appelé la Drogba, ce ballon qui passe derrière la jambe d'appui, en pleine course, talonnade pour lui-même, et puis à l'arrivée, ce but.
Tu peux le montrer. Hein, tout le monde le connaît. Ce sont des souvenirs. Pour ceux qui étaient au stade, c'est l'un des plus forts souvenirs d'une vie ou d'une décennie, parce qu'on avait la sensation physique que le stade bougeait. Il y avait une telle vibration que le stade bougeait, quoi. Comme tout à l'heure, quand on coupe les feuilles dehors, tout l'immeuble bouge, quoi. Voilà. Là, c'était à hauteur de 50 000 pour notre tournage. Allez, messieurs, on va peut-être s'arrêter là, à moins que tu peux remontrer le hors-série, donc qui sera apparaître demain. Dès demain. Voilà, dès demain en Dès demain, et puis bon, il va y rester parce que dans quelques mois, il n'aura pas pris une ride. Hein. Bon, c'est un travail un petit peu de titan que tu nous as fait en très peu de temps, là, en plus. Ouais, depuis le début de l'année, de temps en temps, j'avais 3 jours, 4 jours pour travailler dessus. Voilà, ça a été... Donc il reste en kiosque novembre et décembre, logiquement. Oui, peut-être même plus longtemps, mais... Merci Mario d'être revenu. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Merci Mourad. Toi aussi tu reviens quand tu veux. Je n'ai pas le choix, moi. C'est ça la différence. Et on vous donne rendez-vous non pas lundi, parce que lundi c'est férié et qu'on ne peut pas faire travailler les gens un jour férié. C'est dommage. Hein, non. Surtout donc, quand on est feignant. On vous donne rendez-vous mardi pour un débat foot Marseille à 17h30 sur Football Club de Marseille, sur Provence et Var Azur TV. À très bientôt. Ciao, ciao.